Si tu marches souvent seul en forêt, retiens ceci avant qu'il ne soit trop tard. Il existe des endroits perdus qui ne te tuent pas parce qu'ils ont faim de chair. Ils te gardent parce qu'ils ont faim de forme. Abonne-toi, laisse un like et écoute jusqu'au bout. Parce que ce que j'ai vu dans les Vosges n'était pas un village abandonné, ni une hallucination de brouillard, ni une légende de randonnée racontée pour faire peur aux imprudents. Le plus insupportable, c'est que les habitants ne voulaient pas me manger. Ils voulaient seulement porter quelque chose qui me ressemblait assez pour pouvoir ressortir avec. J'ai longtemps cru que l'expérience protégeait de certaines peurs. Pas de toutes, bien sûr. Il n'existe pas de randonneur assez compétent pour ne jamais avoir froid, pour ne jamais se tromper de vallon, pour ne jamais sous-estimer l'heure ou le relief. Mais il y a une confiance qui vient avec les années passées dehors. Une confiance parfois utile, parfois fatale, qui te fait croire que tu sais reconnaître les vrais signes de danger. La météo qui tourne, l'orage sur une crête, le sentier mal balisé, la fatigue qui te fait poser un pied trop près du vide, l'animal surpris à mauvaise distance, la carte qui ne correspond plus au terrain. On apprend à lire la forêt, le ciel, les pentes, les ruisseaux, la matière du sol, la qualité du silence. On apprend aussi à ne pas donner trop de poids aux histoires qu'on se raconte dans les refuges, aux anecdotes locales, aux vieux noms pour des lieux déjà inquiétants. C'est sans doute pour ça que je suis entré aussi loin dans les Vosges ce jour-là, sans imaginer une seule seconde que je pourrais tomber sur quelque chose qui ne relevait ni de l'erreur, ni du relief, ni de la météo. Je ne suis pas un aventurier au sens spectaculaire. Je ne fais pas d'alpinisme extrême. Je ne cherche pas à battre des records de dénivelé. Je ne filme pas mes sorties pour prouver quoi que ce soit. Je marche depuis l'adolescence. D'abord avec mon père, puis seul, puis avec quelques amis, puis de plus en plus souvent seul de nouveau. J'aime les vieilles cartes, les chemins oubliés, les chapelles perdues, les ruines forestières, les bornes de pierre, les croix moussues, les vestiges de hameaux partis dans le bois. J'aime l'idée que certaines traces humaines s'enfoncent dans la nature au lieu de simplement y être posées. Ce goût-là m'a toujours servi. Il m'a aussi conduit là où je n'aurais jamais dû mettre les pieds. J'avais lu, 2 mois plus tôt, dans une série d'archives locales numérisées, la mention d'une chapelle du XIVe siècle disparue quelque part dans les forêts vosgiennes. Rien de très grand, une chapelle de défrichement, ou peut-être un oratoire lié à un hameau mort de peste ou d'exode. Les sources n'étaient pas nettes. Le texte la citait sous 2 noms différents, situés à quelques kilomètres d'écart selon les époques. Puis elle cessait pratiquement d'exister dans les documents, comme si la forêt l'avait avalée avant l'administration. Ce genre de disparition me fascinait. Non parce que j'y cherchais du mystère, au contraire, j'y cherchais une rencontre entre la preuve et l'effacement. Un lieu assez vieux pour se brouiller, assez réel pour laisser encore quelques pierres. J'ai passé plusieurs soirées à recouper des cartes, des cadastres anciens, des relevés forestiers, des mentions d'anciens chemins de charbonniers. J'avais fini par isoler une zone plausible, pas loin d'une série de petites vallées boisées, où les GPS ont tendance à décrocher et où les boussoles jouent parfois mal à cause de certaines poches minérales, du moins selon quelques forums de marcheurs. J'ai souri en lisant ça. Les gens confondent souvent une mauvaise lecture, une fatigue cognitive ou le fer contenu dans certaines roches
avec une sorte de malédiction locale. J'en étais encore là, persuadé que toute étrangeté possède une cause praticable, même si on ne la trouve pas immédiatement. Je suis parti un matin d'octobre, un vrai matin d'automne, pas encore sinistre, même si le ciel portait déjà cette lumière plate qui rend les forêts plus profondes. Il faisait froid sans excès. Les feuilles mortes commençaient à coller au sol dans les creux humides. Les hêtres perdaient leur bronze, les sapins restaient noirs, les pierres suintaient doucement. J'avais garé ma voiture sur une petite aire forestière sans charme, à moitié mangée par les ronces, puis j'étais parti à pied avec mon sac, une carte papier, un téléphone chargé, un GPS de randonnée dont la batterie tenait encore bien, une boussole, de l'eau, une petite trousse de secours, et cette assurance tranquille de quelqu'un qui a déjà fait pire, plus long, plus isolé. Les premières heures n'ont rien eu d'extraordinaire. Je suivais un ancien chemin forestier, puis une sente plus étroite, puis une montée entre des blocs de grès rouge et des racines apparentes. Tout était très vosgien, au meilleur sens du terme. Des futaies serrées, des troncs lisses, des odeurs de mousse, des talus couverts de fougères jaunies, parfois un vieux mur de pierre sèche presque fondu dans la pente. J'avais croisé 2 promeneurs en début de matinée, un couple de retraités équipés pour la demi-journée, puis plus personne. Le réseau disparaissait déjà par intermittence. Rien d'inquiétant. Les coins les plus intéressants sont souvent ceux où l'on perd le reste du monde avant midi. Vers 13h, j'ai quitté le sentier entretenu pour suivre une vieille trace plus incertaine, repérée sur ma carte comme une ligne interrompue rejoignant la zone où j'espérais trouver au moins les restes de la chapelle. Ce n'était pas une folie. Je savais ce que je faisais, ou du moins, je le croyais. La météo n'annonçait pas de grosses pluies. Le soleil, même invisible derrière les couches grises, devait encore rester haut plusieurs heures, et la distance jusqu'à ma voiture restait raisonnable. En cas de doute, je pouvais revenir sur mes pas. C'est toujours comme ça que commencent les mauvaises journées en forêt. Pas par une décision folle, par une décision tout à fait défendable qui, 1 heure plus tard, n'a plus de sens. Le brouillard est tombé d'un coup. Pas une brume montée progressivement des vallons. Pas un voile léger qu'on voit se densifier entre les troncs. Un vrai basculement. 1 minute auparavant, les lointains restaient lisibles. La suivante, tout au-delà de 20 mètres, s'était transformée en ouate grise. J'ai d'abord pensé à une nappe localisée. Cela arrive. On attend, on contourne, on baisse un peu le rythme. Puis j'ai senti l'odeur. Une odeur qui n'appartenait ni à l'humus, ni aux champignons, ni à l'eau froide sur la pierre. Quelque chose de charnel, mais froid. De la viande humide et du métal ancien. Pas le sang frais, pas l'abattoir. Quelque chose de plus vieux, de plus couvert. Une odeur de chair gardée trop longtemps près du fer, comme si le brouillard s'était mêlé à une boucherie oubliée dans une cave. J'ai immédiatement trouvé cela anormal. La forêt a 1000 odeurs, oui, mais pas celle-là. Pourtant, au lieu de m'arrêter vraiment, j'ai continué encore quelques minutes. C'est souvent la première erreur. On cherche la confirmation dans le mouvement, alors qu'il faudrait déjà s'immobiliser. Mon GPS a commencé à dérailler presque en même temps. L'écran restait allumé, mais le tracé hésitait. Mon point de position sautait de plusieurs dizaines de mètres d'un côté, puis d'un autre. D'abord, j'ai cru au couvert forestier. Ensuite, j'ai vérifié ma boussole pour recaler ma direction, et l'aiguille a tourné. Pas une simple oscillation, un vrai lent mouvement circulaire, absurde,
comme si la boussole cherchait à se convaincre d'un nord qui se dérobait à chaque seconde. Je me suis arrêté cette fois. Autour de moi, les arbres apparaissaient et disparaissaient dans la blancheur comme des piliers noyés. Le sol restait lisible sous mes pieds, un mélange de feuilles détrempées, de mousse, de racines, de grès noircis. Mais le relief au-delà n'existait plus correctement. Plus de lointain, plus de vallons, plus de lignes. Juste des fragments de forêt. Je me suis forcé à respirer calmement, à faire ce qu'on fait toujours dans ce genre de situation. Revenir au dernier point sûr. Je me souvenais d'une grosse pierre rouge moussue, marquée d'un ancien signe de peinture blanche, une dizaine de minutes plus tôt. Si je la retrouvais, je pouvais reprendre la trace forestière plus nette et sortir de cette nappe de brouillard sans drame. J'ai fait demi-tour, et je n'ai jamais retrouvé la pierre. Pas parce que je l'ai ratée une fois, parce qu'à mesure que je revenais, la forêt me présentait d'autres pierres, d'autres signes de mousse, d'autres troncs suffisamment proches sans être identiques. Je corrigeais, je pivotais, j'avançais plus lentement. Je revenais au même type de creux humide, au même groupe de hêtres, au même tapis de feuilles, mais jamais à mon repère exact. Ma montre avançait. Le brouillard, lui, ne bougeait pas. L'odeur de viande froide et de vieux fer restait dans l'air comme une présence basse. Je n'ai pas paniqué tout de suite. Je me suis même surpris à sourire nerveusement de ma propre irritation. C'est très humain, ça. On préfère d'abord se croire simplement contrarié. J'ai bu un peu d'eau, rangé le GPS devenu inutile, gardé la carte pliée sous mon bras et choisi une direction en me disant que marcher droit finirait forcément par me faire croiser quelque chose. Un ruisseau, un chemin, une coupe forestière, une ligne électrique, n'importe quoi qui me redonne une structure. Je suis parti. 1 heure plus tard, je n'avais rien trouvé. Ou plutôt, j'avais trouvé trop de choses fausses. Un semblant de trace qui mourait dans les fougères, un ancien fossé qui ressemblait à un chemin et devenait un ravin mou, des souches noires comme des bornes, des blocs de pierre dressés naturellement et qui, dans le brouillard, prenaient l'allure de murs ruinés avant de redevenir ce qu'ils étaient, des roches. Le plus troublant était l'absence de son correct. Pas de chant d'oiseaux, pas d'insectes, pas même ce petit fond de vent dans les hauteurs qui donne à la forêt une respiration. Seulement parfois mes pas, trop mas, et l'étrange impression que les arbres retenaient leur bruit pour mieux écouter le mien. Je me souviens précisément du moment où j'ai cessé d'être seulement perdu pour devenir étranger à l'endroit. J'ai aperçu une maison. Pas en entier d'abord. Un angle de mur gris, très bas, mangé par la brume entre 2 sapins. J'ai d'abord cru à une ruine. Puis, en m'approchant, j'ai vu que le mur se prolongeait, que le toit existait, que les pierres étaient encore jointées, que quelque chose comme une fenêtre s'ouvrait sur un vide plus sombre que le brouillard. Une maison, donc. Puis une autre un peu plus loin. Puis une troisième derrière un bouquet de hêtres. Et en quelques pas, la forêt s'est écartée juste assez pour laisser apparaître un village. Il n'apparaissait sur aucune carte. Je ne dis pas que je ne l'avais pas repéré dans mes recherches. Je dis qu'il ne pouvait pas être là selon tout ce que j'avais consulté. Pas un hameau abandonné signalé, pas une ancienne ferme, pas une trace cadastrale exploitable. Et pourtant, j'avais devant moi 5 ou 6 maisons de pierre grise, épaisses, basses, enfoncées dans la terre comme si le sol essayait de les reprendre depuis des siècles. Les toits, très sombres,
étaient couverts de bardeaux ou d'ardoises presque noires, certaines cassées, d'autres étonnamment intactes. Les murs se rejoignaient autour d'une sorte de place étroite, irrégulière, sans vraie rue, plus proche d'un élargissement boueux entre les bâtisses que d'un centre de village. Et partout, le silence. Un silence impossible pour un groupe de maisons encore debout. Pas de chiens, pas de poules, pas de corneilles sur un toit, pas de fumée visible d'abord, pas de vent dans les herbes folles. Même mes propres pas semblaient devenir plus mous en approchant, comme si le sol refusait de sonner humainement. La seule chose que j'entendais, c'était parfois, très loin ou très près, un battement régulier qui n'appartenait pas encore à une source identifiable. Un bruit de cloche peut-être, ou de cœur trop grand. Je n'aurais su le dire. J'aurais dû rebrousser chemin immédiatement. Mais la perspective d'un lieu habité, ou simplement utilisable, a écrasé mon instinct. Un village signifie une route, un puits, une sortie, un téléphone, une carte murale, une présence humaine. Même vide, il signifie au moins une histoire tangible. J'ai avancé jusqu'à la première maison, celle dont la porte donnait presque directement sur ce qui tenait lieu de place. La porte était entr'ouverte. Je n'ai pas frappé. Pas vraiment par impolitesse, parce qu'à ce stade, tout en moi cherchait simplement une confirmation du réel. Quelqu'un allait répondre, me regarder de travers, me dire que je m'étais trompé de chemin, et le monde reprendrait sa structure. J'ai poussé la porte. L'intérieur sentait le pain chaud et la pierre froide. Pas le moisi d'une maison abandonnée, pas la poussière. Une vraie chaleur alimentaire, fraîche, presque domestique, mêlée à quelque chose de plus ancien. La suie, les draps stockés, la pierre qui ne sèche jamais tout à fait. La pièce principale était basse de plafond, sombre, avec une table de bois au centre, un banc, une cheminée de fond dont les braises semblaient encore vivantes sous une couche de gris. Sur la table, comme si quelqu'un venait de sortir 1 minute plus tôt, il y avait un pain entier, déjà entamé, un bol fumant, un couteau, une cuillère. Je suis resté sur le seuil, incapable de concilier ce détail avec le silence extérieur. Si le brouillard m'avait conduit dans un village vivant, où étaient les gens? Où étaient les voix? Pourquoi laisser une soupe encore chaude au milieu d'une maison ouverte? J'ai appelé. « Bonjour ?» Ma voix sonnait trop fort dans la pièce, presque vulgaire. Aucune réponse. Je me suis avancé d'un pas. La soupe fumait encore, très légèrement. Ce n'était pas une illusion. Je sentais même son odeur, épaisse, nourrissante, avec ce fond de légumes et de gras qu'ont les repas paysans simples. La faim m'a traversé si brusquement que j'en ai eu honte. J'avais marché, tourné, paniqué dans le brouillard pendant des heures. Mon corps reconnaissait la nourriture avant de juger le contexte. J'ai passé ma main près du bol. Chaud. Je me souviens d'avoir pensé « Au moins il y a quelqu'un ». Puis j'ai vu l'escalier. Très étroit, coincé dans l'angle, montant vers un étage ou un grenier habitable. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris qu'il manquait une couche de vie à la maison. Pas seulement les gens, les détails de leur passage. Pas de veste posée, pas de chaussures près de la porte,
Pas de bruit d'animal, pas de seau, pas de linge. Rien de la dispersion normale du quotidien. La table était prête, oui. Mais le reste de la pièce ressemblait à une idée de maison plutôt qu'à une vraie habitation. Comme si quelqu'un avait compris ce qu'on trouve au rez-de-chaussée d'une maison humaine, il avait reconstitué avec une attention trop parfaite sur certains points et un oubli total sur d'autres. J'aurais dû partir là aussi. À la place, je suis monté. Pourquoi ? Parce que l'absence de réponse me faisait croire qu'il y avait forcément une personne malade, endormie, cachée à l'étage. Parce qu'une partie de moi voulait au moins trouver un vivant et lui parler avant de m'effondrer. Parce que la logique ordinaire se défend toujours très longtemps, même quand tout autour d'elle a déjà changé de loi. L'escalier grinçait peu, ce qui m'a surpris. Une maison de cet âge, de cet aspect, aurait dû protester davantage. Au lieu de cela, le bois absorbait presque mes pas, comme le sol dehors. L'étage se composait d'une seule grande pièce sous comble, traversée par une lumière grise venue d'une petite fenêtre dont on ne distinguait presque pas les bords à cause du brouillard collé derrière les vitres. Et au centre de cette pièce, il y avait le miroir. Un immense miroir ancien, dans un cadre de bois noirci, presque trop grand pour avoir été monté par cet escalier. Le cadre était travaillé d'une manière lourde, obscure, avec des motifs végétaux qui se mêlaient à des formes plus organiques, comme si des lianes et des tendons avaient appris à se sculpter ensemble. Il ne reposait pas au mur. Il était légèrement incliné, soutenu par une structure de bois comme un rétable ou une porte sacrificielle. Et devant lui, 5 silhouettes étaient à genoux. Je ne les ai pas comprises tout de suite. On voit parfois une chose monstrueuse sans l'identifier immédiatement parce que le cerveau commence par la distribuer dans des cases humaines. Des gens priant, des malades, des mannequins, des corps penchés sur un travail. C'est ainsi que je les ai reçus les premières secondes. 5 figures de tailles différentes, vêtues de hardes paysannes en lambeaux, genoux posés sur le plancher nu, dos vers moi, tête inclinée vers le miroir. Je me suis même dit, dans une absurdité presque comique, que j'étais tombé sur une forme de rite rural très ancien et très malvenu à interrompre. Puis j'ai vu leurs mains. Elles ne priaient pas. Elles tiraient. Chaque silhouette avait saisi un pan de sa propre peau au niveau du cou, de l'épaule ou du thorax et travaillait dessus avec une lenteur méthodique. Pas dans un geste de déchirement furieux, dans un geste de déshabillage. Comme on retire une chemise collée par la sueur. Sauf qu'ici, la chemise était la peau. Elle la soulevait, la décollait, puis la tirait vers l'avant. Certaines n'en avaient plus sur les bras. D'autres la faisaient venir du visage ou du crâne. Le dessous, là où l'épiderme manquait déjà, n'était pas rouge comme de la chair vive. C'était une matière sombre, humide, mal définie, comme si le corps n'avait plus été construit pour exister nu très longtemps. Et sans un son, pas un gémissement, pas un souffle, pas une plainte. Elle s'écorchait couche après couche dans un silence si complet que j'entendais seulement parfois le petit bruit mou de la peau qu'on décolle. J'ai compris alors pourquoi le cadre du miroir me mettait mal à l'aise. Des lambeaux y étaient suspendus. Pas des tissus, pas des rubans. De la peau humaine, étendue, clouée, accrochée, drapée comme une décoration autour de la glace. Des pièces de tailles différentes, certaines brunies, d'autres plus fraîches, toutes tendues pour sécher ou pour attendre. Et la surface du miroir elle-même ne renvoyait presque rien de la pièce. Elle paraissait plus sombre que le reste, plus profonde,
comme si les silhouettes ne se regardaient pas dedans, mais y présentaient ce qu'elles retiraient. J'ai cessé de respirer. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu ainsi, figé sur la dernière marche, incapable d'ordonner à mon corps de reculer. 1 seconde, 10. Le genre de temps que la terreur écrase jusqu'à le rendre inutilisable. Je sais seulement que l'une des silhouettes, la plus petite, a tiré doucement un large morceau depuis son cuir chevelu, et que quelque chose de clair a glissé dessous. Non pas un crâne, non pas de la chair, mais une sorte de surface lisse et humide où aucune face humaine n'aurait dû pouvoir survivre. Je me suis déplacé d'1 millimètre. Une latte a craqué. Pas fort. Pas un bruit de catastrophe. Un petit son sec, banal, de vieux planchers qui signalent le poids. Les 5 silhouettes se sont arrêtées d'un seul coup. Le silence qui a suivi m'a paru plus épais encore que tout le reste de la forêt. Puis, en parfaite synchronie, sans relever leur corps, ni changer leur posture à genoux, elles ont tourné la tête. Pas un quart de tour humain. 180 degrés. D'un seul mouvement fluide, comme si le cou n'était plus un axe de chair, mais une simple articulation à vocation décorative. Les têtes se sont retournées vers moi, alors que les torses restaient face au miroir. Et là où j'aurais dû trouver des visages mutilés, des chairs vives, des yeux ou des trous, il n'y avait que des creux recouverts, des faces entièrement tendues de peau mal ajustée, sans yeux découpés, sans bouche correcte, juste des surfaces tendues où la matière avait été appliquée à la hâte sur une absence. L'une d'elles portait même une bouche cousue trop haut, comme si la personne qui l'avait remontée ne savait plus où parler. La plus grande a penché la tête, et une voix est sortie d'un endroit qui n'avait pas de lèvres pour la produire. L'invité nous a apporté un vêtement neuf. Je l'ai entendu en français, oui, mais avec ce grain de gorge impossible qu'ont parfois les rêves, comme si plusieurs profondeurs de voix habitaient la même phrase. À travers cette face recouverte, les mots semblaient être poussés de l'intérieur, par quelque chose qui n'avait pas réellement appris à parler avec cette peau-là. Je me suis retourné et j'ai couru. Je n'ai aucune fierté à raconter le reste. J'ai dévalé l'escalier en manquant le rater, heurté la table, renversé la chaise, failli glisser dans la soupe répandue sur le sol. Derrière moi, je n'entendais toujours presque aucun pas. C'était pire. Seulement ce silence mobile d'un groupe qui vous suit sans souffler, sans se presser, certain qu'il n'a pas besoin d'exprimer son effort. J'ai jailli dehors sur la place. Le brouillard s'était épaissi jusqu'à former un mur. Pas une image, un mur. Une masse blanche, compacte, collée entre les maisons et la forêt, au point que les premières silhouettes d'arbres n'existaient plus. J'ai foncé de l'an quand même. Mauvaise idée. En 3 pas, je n'y voyais plus rien. J'ai reculé aussitôt, paniqué, le cœur battant jusque dans les tempes. J'ai choisi une autre direction, entre 2 maisons. Même chose, de la brume dense, impénétrable, comme une paroi de laine mouillée. Je suis revenu vers la place centrale, cherchant un passage, une ruelle, un chemin. Et plus je courais, plus le village se recomposait autour de moi, comme un cercle fermé. Je suis passé devant une maison à toit plus bas, puis un puits de pierre, puis une auge, puis de nouveau la première maison avec sa porte ouverte et la soupe renversée visible depuis l'entrée. Je tournais, pas au sens métaphorique, littéralement. Chaque fuite me ramenait au centre. Je me suis mis à courir plus loin, plus vite, vers n'importe quel interstice,
Même résultat. Les maisons se réorganisaient dans le brouillard juste assez pour me reconduire à la même place. Je transpirais malgré le froid. L'odeur de viande humide et de fer ancien redevenait plus forte, presque au point d'envahir ma bouche. Et alors, la cloche a commencé. Je n'ai jamais vu de clocher. Jamais. Pourtant, un battement de cloche s'est mis à sonner dans le village, sauf que le son ne venait pas de l'air comme un son normal. Il me frappait de l'intérieur de la tête. Une frappe sourde, massive, qui tombait directement derrière mes yeux et dans ma mâchoire, comme si le bronze vibrait dans mon crâne. Un coup. À l'instant du son, le sol a changé sous mes pieds. Jusque-là, la place restait boueuse, molle, mais encore terreuse. Là, elle a cédé d'un degré vers autre chose, plus souple, plus chaude presque, comme si la matière d'en dessous se mettait à pourrir en direct. Un deuxième coup. Le sol s'est enfoncé légèrement sous ma semelle et j'ai senti remonter, à travers le cuir de mes chaussures, une texture abjecte, molle, fibreuse, trop organique pour de la terre. J'ai regardé en bas. La boue noire de la place paraissait remuer de l'intérieur, comme si des couches plus profondes de chair très ancienne ou d'humus chargé de matière animale devenaient soudain la vraie surface du village. Chaque coup de cloche semblait ramollir davantage le terrain. Mes pas y laissaient des empreintes trop nettes, avec ce rebord humide que laisse la viande en train de se déchirer plus que la terre qu'on foule. Je me suis mis à hurler sans mots. Les silhouettes, elles, sortaient des maisons. Pas toutes en même temps. Une d'abord, puis deux, puis d'autres formes plus petites derrière les portes, toutes avançant avec cette lenteur sans bruit que j'avais déjà vue à l'étage. Certaines portaient encore des lambeaux de peau sur les bras. D'autres semblaient presque correctement rhabillées, mais sur de mauvaises proportions. Comme si chaque couche prise à un autre ne recouvrait pas tout à fait la bonne structure. Leur tête, quand elles se tournaient vers moi, restait impossible à tenir du regard plus d'une seconde. La peau tirée sur les vides bougeait trop peu ou trop tard. Les plis n'étaient pas des expressions. Les bouches cousues ailleurs respiraient quand même. Le plus grand s'est avancé jusqu'au bord de la place devenue molle. « Reste », a-t-il dit. Un seul mot. Mais à l'intérieur de ce mot, il y avait la même logique terrible que dans le reste. Pas la violence, l'invitation, le remplacement, le vêtement neuf. J'ai compris alors qu'ils n'avaient pas faim de ma chair comme des bêtes. Ils avaient faim d'une enveloppe viable, d'une couche récente, de quelque chose qui leur permettrait de tenir plus longtemps devant le miroir. J'ai reculé. Mon talon a glissé dans la matière molle de la place. Je suis tombé à moitié, les mains en avant, et le sol a eu sous mes paumes la texture la plus répugnante que j'ai jamais rencontrée. Pas de la boue, une surface humide, molle, fibrée, comme de la chair gâtée, recouverte d'un mince film de terre. Je me suis relevé dans un hurlement de dégoût, et c'est là, sur ma gauche, entre deux maisons, que j'ai entendu l'eau. Un filet, un ruissellement, un vrai son vivant. J'ai tourné sans réfléchir, et je l'ai suivi comme un animal blessé suit l'air. Derrière, la cloche frappait encore ma tête. Les figures avançaient toujours sans se hâter, sachant très bien que le village me refermerait tôt ou tard. Mais entre deux murs de pierre effondrés, j'ai trouvé une petite pente de terre et, en bas, un ruisseau. Pas large,
pas profond à première vue. Une eau glacée courant entre des roches couvertes d'algues noires. Je me suis souvenu, sans savoir d'où précisément, d'une phrase entendue autrefois sur les vieux maléfices de campagne. L'eau courante dénoue. Elle lave. Elle sépare. J'y ai plongé, pas prudemment. Je me suis jeté dedans, tout habillé, à genoux, puis presque en entier, le visage dans l'eau, les mains agrippées à une pierre, comme si quelque chose derrière moi allait me saisir au bord du courant. Le froid a été si violent qu'il m'a coupé la pensée. Une lame vive, insupportable, qui a chassé tout le reste pendant quelques secondes. J'ai senti l'eau traverser mes manches, mon dos, ma poitrine, arracher la boue ou la chair molle de la place à mes vêtements. J'ai bu la tasse. Je me suis cogné la hanche. J'ai continué à m'y plaquer comme on s'accroche à une frontière. La cloche a sonné encore une fois, puis plus rien. Je ne veux pas dire que tout s'est dissipé dans un beau geste de cinéma. Je veux dire que j'ai perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, il faisait jour. Pas matin clair, mais un jour gris bien établi, ce qui signifie que j'avais disparu au moins une nuit entière. J'étais allongé à la lisière d'un bois, sur un tapis d'herbes froides et de feuilles trempées. Ma bouche avait le goût du métal. Mes vêtements étaient rigides de boue séchée et d'eau sale. Chaque muscle me faisait mal, comme après une chute ou une hypothermie légère. Devant moi, à moins de 50 mètres, il y avait une route forestière, une vraie. Et plus loin, une barrière, puis le petit parking où j'avais laissé ma voiture. Je suis resté très longtemps sans bouger, incapable de décider ce qui me terrifiait le plus. Être sorti du village ou avoir été simplement déposé là par quelque chose qui n'avait pas fini avec moi. Ma montre était arrêtée, mon téléphone complètement déchargé, mon GPS mort. Je me suis relevé avec peine et j'ai marché jusqu'à la voiture en vérifiant malgré moi la forêt derrière chaque pas. Rien ne bougeait. Les arbres redevenaient des arbres. Le brouillard, levé en grande partie, traînait encore dans quelques creux, mais sans cette épaisseur hostile. Tout paraissait presque obscènement normal. C'est souvent le pire après l'horreur, l'indifférence du décor. Quand j'ai enfin pu me changer chez moi, plus tard, j'ai vu ce que mes vêtements avaient subi. Ils n'étaient pas simplement déchirés par la fuite, ils étaient découpés. Ma veste de randonnée portait, sur tout le flanc gauche et le bas du dos, une série d'incisions longues, propres, régulières, comme si quelqu'un avait commencé à en prélever des panneaux de tissu avec une logique de patron. Mon pantalon présentait les mêmes entailles sur la cuisse et le mollet, jamais assez profond pour aller à la peau, mais toujours à des endroits où un tailleur, un boucher ou un dépouilleur réfléchi aurait pu travailler. Même les lacets de mes bottes avaient été partiellement défaits, puis renoués autrement. Pas arrachés, essayés. C'est alors que j'ai remarqué ce que je tenais encore dans la main droite. Un petit crucifix de cuivre, ancien, simple, noirci, avec une branche inférieure un peu plus longue et un Christ presque effacé par l'usure. Je serrai si fort l'objet qu'il avait marqué ma paume. Je ne l'avais jamais vu avant. Il n'était pas à moi. Il ne figurait dans aucun souvenir clair de la fuite, sauf peut-être comme un éclat au fond de l'eau, ou quelque chose saisi à l'aveugle au moment de tomber. Mais il était là. Et en 24 heures, dans ma main, le cuivre s'était terni, puis noirci entièrement, comme brûlé sans feu. Je l'ai montré plus tard à un vieux curé de campagne qui connaissait bien le massif. Il m'a dit qu'il ressemblait à certaines croix de défrichement ou de chemin du XVIIe siècle. Puis il a refusé de le garder, ce qui m'a semblé plus éloquent que n'importe quelle homélie. J'ai brûlé mes bottes le week-end suivant. Oui, littéralement. Je sais combien cela paraît théâtral,
mais je ne supportais plus de les voir dans l'entrée. Les semelles portaient encore des résidus noirs dans les rainures, et chaque fois que je les prenais, une odeur très faible de fer humide remontait. J'ai essayé de les nettoyer. L'odeur restait. Alors je suis allé sur un terrain chez un ami en campagne, et je les ai jetées dans un vieux tonneau de jardin avec des chiffons imbibés. Elles ont brûlé mal, lentement, avec une fumée épaisse, grise, qui sentait beaucoup trop la viande et pas assez le caoutchouc. Je ne remets plus les pieds en forêt depuis. Pas en forêt vraie, pas au-delà d'une lisière publique, pas dans les grands bois, pas dans les vallons où le réseau saute, pas dans les chemins où les cartes s'interrompent. J'ai perdu le goût de tout cela, comme on perd le goût d'un aliment après une intoxication sévère. Les arbres serrés me donnent désormais l'impression de cacher des structures de village. Les brouillards d'automne m'évoquent des maisons sans habitants. Et quand j'entends une cloche trop basse, trop lointaine, quelque part dans un paysage de campagne, j'ai immédiatement dans la bouche le goût de ce sol devenu cher. Le plus inquiétant pourtant n'est pas resté dans la forêt. Il est resté dans le miroir. Parce que quelques jours après mon retour, alors que j'essayais encore de reprendre une routine normale, j'ai eu un réflexe idiot. En passant devant le grand miroir de mon couloir, j'ai levé la main pour regarder de plus près une égratignure sur ma joue. Mon reflet a reproduit le geste. Normal. Puis, une fraction de seconde plus tard, il l'a poursuivi un peu plus loin, comme s'il continuait à retirer quelque chose de mon visage que je n'avais pas commencé à enlever. Je me suis figé. Le reflet aussi. Peut-être était-ce la fatigue, peut-être la mémoire traumatique. Peut-être. Sauf que depuis ce jour, j'évite les grands miroirs quand je suis seul, surtout le soir. Et celui de mon couloir, je l'ai couvert d'un drap la semaine suivante, sans vraiment oser expliquer pourquoi aux rares gens qui sont venus chez moi. Le crucifix de cuivre, lui, est resté noir. Je l'ai rangé dans une boîte en fer avec du sel, comme me l'a conseillé la femme du gîte, quand j'ai fini par la rappeler pour lui raconter la suite. Elle m'a dit qu'un objet noirci si vite par une seule nuit n'avait probablement pas simplement traversé la forêt. Il m'avait traversé avec elle. Je ne sais pas ce que cela signifie exactement. Je sais seulement que certaines nuits, surtout en octobre, je me réveille avant l'aube avec l'impression d'entendre, quelque part sous le plancher de mon appartement, un très léger battement de bois. Toc, toc. Comme de petites jointures frappant de l'intérieur d'un berceau qu'on n'aurait jamais dû regarder. Et si je reste éveillé assez longtemps, sans lumière, il m'arrive d'entendre autre chose derrière le bruit. Une voix très basse, presque douce, qui me parle à travers le mur ou à travers ma mémoire avec le timbre de ceux que j'ai le plus aimés. Pas pour me menacer, pas pour crier, seulement pour demander si je me suis enfin décidé à revenir porter ce qui leur manque encore.